Bonjour, chers amis téléspectateurs, et bien heureuse de vous retrouver comme à chaque fois. Bonjour d'Algérie d'Oran, et bien aujourd'hui le temps est ensoleillé. Au programme, alors le salon de l'artisanat, l'ONAT qui sera présente avec nous pour le lancement de City Tour, un bus, on va dire, touristique qui va faire le tour des monuments historiques et bien sûr une plateforme de don de sang, mais aussi bien sûr les Jeux méditerranéens pour 2021 et beaucoup d'autres sujets qui vont passer et qui on va certainement et j'espère aussi vous accompagner, on va dire, bien, j'espère. Hein. Très bien. Alors, eh bien, pour commencer, nous allons commencer par la plateforme de don de sang. Eh bien, pour en parler, je partage le plateau avec Monsieur Zarhouni Adnen. Bonjour. Bonjour Imen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Très bien. Alors, la plateforme de don de sang. Alors, quel a été le déclic pour, on va dire, pour mettre en place une plateforme de don de sang? Alors le déclic, moi et des amis à moi, nous sommes dans le don de sang depuis quasiment une quinzaine d'années. Nous nous sommes intéressés à ça suite à une expérience personnelle. Un membre de ma famille était malade, il faisait de l'insuffisance rénale et j'avais constamment besoin de sang pour lui. Ouais. Alors j'avais créé un petit réseau de donneurs, en l'occurrence du AB positif, moi j'en suis. AB positif, est-ce que c'est un résus un petit peu... On va dire assez rare. Assez rare, moyennement rare, on va dire. Quand c'est du plus, quand c'est du moins, là, c'est vraiment... On commence à avoir des résus très très rares. Alors, j'ai créé ce petit réseau. C'est des personnes que j'utilisais tous les 3 mois pour les hommes, tous les 4 mois pour les femmes. Et cette personne est malheureusement disparue. Et je me suis dit que grâce à lui, ou à cause de lui, après c'est devenu grâce à lui, on a créé ce réseau. Et on voulait faire profiter les autres malades de ce réseau-là. Oui. Et j'ai mis mon numéro de téléphone, j'ai donné mon numéro de téléphone aux hôpitaux, et qui m'appelaient à chaque fois, on a besoin d'AB positif, et j'ai envoyé, que c'était moi ou des personnes de notre réseau. Jusqu'au jour où on m'a appelé pour du A, pour du O, pour du O négatif, et moi j'en avais pas. Et oui. Alors on s'est organisé avec des amis et des cousins, tout mon entourage. Votre entourage, oui. Pour créer un réseau solide qui comporte. On a essayé de mettre tous les résus et d'enregistrer toutes les personnes qui veulent donner du sang sur ce réseau-là. Ça, c'était le départ. Voilà. Donc, et de quelle façon vous avez créé déjà cette plateforme? Comment? En fait, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Hein. Moi, je vous parle des... Depuis quand déjà existe cette plateforme? Non, cette plateforme est toute récente. La plateforme pour laquelle je suis venu aujourd'hui, elle est toute récente. Elle a été mise en ligne au courant de cette année. Oui. En fait, elle a été mise en ligne par un monsieur Yassine Yerash, à qui je dois rendre un vibrant hommage, parce que c'est lui le créateur de cette plateforme. Ça s'appelle Bien sûr, on donne le nom de la plateforme, parce que sinon, comment on peut l'utiliser déjà si on n'a pas le nom? Alors, exactement. J'explique tout ça. Alors, la plateforme s'appelle www.ahyaha.com. C'est en français. Ahyaha. Je vais appeler AHYAAHA.com. Je demande aux téléspectateurs d'y aller là tout de suite, de voir. Oui. Alors, est-ce que c'est un réseau national? Exactement. C'est un réseau national. On peut s'inscrire à partir de toutes les wilayas de l'Algérie. C'est très simple. On y rentre. Même l'extrême sud. Toute l'Algérie. Très bien. Voilà, on n'exclut personne. Vous couvrez tout ça. Bien sûr. Bravo. Ah ben oui, bien sûr. Donc, ahyaha.com, on rentre et on a deux carrés. Soit vous voulez vous inscrire, il y a écrit Moutabar Abida, on s'inscrit, on rentre, on met notre nom si on veut, numéro de téléphone. Ben, je vais l'essayer sur mon téléphone. Oui, allez-y. Résus sanguin. Oui. La wilaya, on peut même rajouter la commune, etc. De toute façon, c'est très simple. L'âge, etc., etc.
Et hop, on valide avec un mot de passe, propre à chaque utilisateur, Oui. pour qu'il puisse inscrire la date de son dernier don, pour que ça soit mentionné, pour que les personnes voient s'il est apte à redonner ou pas. Parce qu'il faut toujours un intervalle de 3 mois entre les dons pour les hommes et 4 mois pour les femmes. Ça, c'est extrêmement important. Important, oui, exactement. Alors, moi, d'ailleurs, j'ai été donneur, on va dire, dans le temps. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est qu'après, j'ai eu une asthénie. Au bout du 3e don, j'ai eu une asthénie. Je ne sais pas pourquoi, franchement. Ben, il faut voir, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être il faut voir avec les médecins. Peut-être. On verra. Ouais, peut-être il y a un problème de tension. Ça peut être. Peut-être, oui, peut-être. Peut-être. D'anémie. Alors, essayez un petit peu de nous montrer cette plateforme. Alors, www.ahyaa.com. Pourquoi l'avoir, d'ailleurs, lui avoir donné le nom de Ahyaa? Ahyaa, ça veut dire lui a rendu la vie. Eh oui. Voilà, on contribue. Ahyaa.com. Al-A'mar biyadillah, comme on dit. Absolument, bien sûr. Mais on contribue quand même à faire un peu de bienfaisance. Quand on va au niveau des CTS, on trouve des personnes en panique. Et ça, c'est tous les jours. Ouais. J'invite tous nos téléspectateurs, tous les Algériens, à aller voir au niveau des CTS. Il ne se passe 1 seconde ou 1 minute. Surtout si on a un malade qui a besoin de transfusion de sang. Imaginez, c'est pas évident. Un accident de voiture, quelqu'un qui doit se faire opérer dans l'heure. Et nos banques de sang ne sont pas bien fournies en sang, disons-le, Iman, je suis désolé, mais nos banques ne sont pas fournies. Pourquoi? Parce que peu de gens partent d'eux-mêmes donner du sang bénévolement. Ce qui fait que nos banques de sang sont vides. Oui. Et quand on va, moi par exemple, j'ai un malade et je vais à la banque de sang, on me dit ramenez des donneurs. Personnellement, moi, je n'étais pas au courant déjà de l'existence de cette plateforme. Parce que la semaine dernière, ma mère avait besoin vraiment de transfusion de sang. Et on a couru, hein. On a vraiment couru pour avoir du sang. Alors maintenant que cette plateforme est en ligne, eh bien voilà, j'espère que nos téléspectateurs sont en train de suivre et avec un peu de curiosité, essayez de voir cette plateforme sur le téléphone. Voilà. Voilà, c'est simple. Donc continuez l'application. Voilà. Alors j'ai parlé de l'icône, voilà, j'ai parlé de ça. Mutabarra Biddam, elle est en bleu. Elle est en bleu, c'est là où on s'inscrit. Voilà. Et il y a le deuxième volet là, qui s'adresse aux personnes qui cherchent du sang. Oui. Alors c'est très simple. On va essayer de le faire là ensemble. Très bien. Voilà. Donc Mutabarra Biddam, on choisit la wilaya. En l'occurrence, nous sommes à Oran. On va essayer Oran. Ah bah oui, on est à Oran. Voilà. Essayez Oran. Alors il y a à choisir la commune. Oran. C'est-à-dire soit on cherche quelqu'un qui donne du sang ou quelqu'un qui donnerait des plaquettes. Ah d'accord, il y a même les plaquettes. Oui. Très bien. Parce que c'est pas tout le monde qui peut donner des plaquettes et c'est très très difficile d'en trouver. Par exemple, surtout pour les cancéreux. Ils ont vraiment besoin de plaquettes de sang. De plaquettes. Nous avons un gros problème pour trouver des donneurs de plaquettes. Eh bien, donc vraiment, j'ai envie de sensibiliser les gens par rapport à cette cause-là, qui est le don de sang et spécialement le don de plaquettes. En fait, c'est un geste assez simple. On y va, on s'assoit, on est dans une machine. C'est très simple. Et en plus, après, vous aurez du café avec des gâteaux. Avec des petits gâteaux, des jus. C'est très sympa. Vous allez sympathiser avec la personne qui est juste à côté de vous. Donc, peut-être, pourquoi pas. Moi, je dis toujours, devenez des héros de donner votre sang. Donnez votre sang. Devenez des héros. Parce qu'après, on a une telle sensation d'avoir fait quelque chose. Moi, personnellement, M. Zarhouni, si je pars donner mon sang, ce n'est pas pour être un héros. Au contraire, c'est pour un petit peu, on va dire, peut-être que je vais sauver une vie, pourquoi pas. Donc, essayez de donner juste un peu de sang, de votre sang, pour au moins sauver peut-être une vie, pourquoi pas. M. Zarhouni, ce fut un plaisir, merci. Le plaisir est pour moi. De toutes les façons, on vous recevra une autre fois pour encore parler de Ahyaa, donc ahyaa.com. Vous allez trouver Mutabarra et Baht al-Mutatawi. Très bien. Voilà. Alors sans plus tarder, je vous emmène faire une balade à travers une ville. Eh bien,
je vous propose de vous faire découvrir une ville qui a fait beaucoup parler d'elle. Cette ville, au cœur généreux et à l'âme tourmentée, on va dire portant dignement son patrimoine méditerranéen. Découvrez-la. Je suis née l'an 902. J'ai attiré des commerçants marins andalous. Je suis berbère, je suis l'espagnol, je suis l'arabe, je suis l'ottomane. Oui, je suis tout cela. Je suis une ville ouverte, de brassage cosmopolite, qui n'a rien perdu de sa réputation. Je suis aussi une ville de culture. Mon histoire se confond intimement avec celle du Maghreb, de l'Andalousie, de la Méditerranée. Oui, je suis Oran. Oran, ville extravagante et pure. Oran, la cité des joies et des peines. Oran modeste et généreuse. Oran la moderne qui ne donne plus son dos à la mer. Oran, berceau des lieux et des mémoires. Oran, ville au cœur généreux et à l'âme tourmentée, portant dignement mais péniblement son patrimoine méditerranéen, riche par sa diversité, sa symbolique. Surprenante et envoûtante à la fois. Oran marque l'esprit des voyageurs à tout jamais. De retour sur notre plateau et maintenant on va parler bien sûr du lancement du bus City Tour qui va faire le tour des monuments historiques d'Oran. Oran, c'est un musée à ciel ouvert. Et bien pour en parler, je partage le plateau avec le directeur régional de l'ONAT Ouest, Monsieur Belhassan. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Très bien, merci pour l'invitation. Je vous en prie, eh bien, le plaisir est partagé. C'est un plaisir d'être avec vous. Vous êtes accompagné avec un guide. C'est lui qui va vous faire le guide des monuments historiques et la visite des monuments historiques d'Oran. C'est Monsieur Redouane Youssef. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Très bien. Alors, le lancement, parlez-nous du lancement de City Tour. Alors, au début, pour parler du lancement de City Tour, je vous informe que c'est une initiative de l'ONAT au niveau régional ouest. Donc, ça figure parmi le programme et le plan de l'ONAT, justement pour redynamiser et promouvoir le tourisme national. Très bien. Donc, c'est un programme qui est tracé de l'ONAT pour justement la promotion du tourisme domestique ou là, le tourisme national. Très bien. Et c'est dans ce sens qu'on a... On n'a pas créé, c'est-à-dire on peut dire on s'est un peu... Vous avez juste mis... mis notre touche. Exactement. On peut dire que pour faire, on va dire, pour contribuer à faire la visite de cette belle ville qui a connu le passage de plusieurs civilisations. C'est-à-dire le but, c'était de permettre à toute personne qui désirait visiter la ville d'Oran de le faire simplement, c'est-à-dire en s'inscrivant dans une agence et de le faire dans un cadre agréable, bien sûr, et moderne. Exactement. Et moderne, bien sûr, parce que c'est un bus, comme son nom l'indique, c'est un bus touristique, confortable, qui fait la visite de la ville d'Oran, les monuments d'Oran, avec un guide touristique qui est sur place pour expliquer les monuments et les sites touristiques. Voilà. Très bien. Alors, quel est le circuit choisi déjà?
Alors, on a commencé par le premier circuit parce que Oran, comme vous avez bien dit, c'est un musée à ciel ouvert. Exactement. Et c'est grand, c'est vaste. Donc, on ne peut pas visiter toute la ville d'Oran en 3 heures parce que nous, on s'est fixé un timing de 3 heures pour une visite de la ville. 3 heures pour que ça ne fasse pas un peu trop, parce que c'est plus de 3 heures, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux déjà et c'est fatigant aussi. Et c'est fatigant. Donc 3 heures, on a estimé que c'était l'idéal, d'après notre expérience avec les groupes qui viennent. Donc 3 heures, c'est l'idéal. On a commencé par le premier circuit qu'on a appelé le Vieil Oran. Ça veut dire que vous avez intégré Sid El Houari, c'est ça? Bien sûr. Bah oui. Sid El Houari, Santa Cruz, c'est les monuments historiques d'Oran. Donc c'est le côté historique. Ça, c'est le premier circuit qu'on a initié. On l'a appelé le Vieil Oran. On lui a donné la couleur rouge. Par la suite, il va y avoir d'autres circuits, Inch'Allah. Alors, est-ce que la couleur rouge est synonyme un petit peu du passage de la civilisation espagnole? Non? Non, non, pas du tout. C'est vrai que la civilisation espagnole est là, le passage est marquant. Exactement. Mais elle a pour ne vraiment pas vous cacher, on s'est inspiré des expériences modernes, des expériences des villes européennes. Parce que là où vous allez en Europe, vous voyez le bus touristique, le fameux bus touristique à Madrid, le City Tour, à Paris aussi. Et c'est tous des couleurs rouges qui plus attirent, c'est des couleurs qui attirent. On le voit de loin, on sait que c'est un bus touristique. Donc on s'est on s'est inspiré de l'expérience des autres un peu pour pouvoir le mettre en œuvre à Dnahnaef en Algérie. Et c'est une première à Oran. Justement, c'est parce que c'est une première à Oran. Alors il a été lancé quelle date? Il a à peine 15 jours. 15 jours, on a inauguré, je pense que c'était le 12 décembre, le 12 ou le 14 décembre. Il a été lancé et je peux vous assurer qu'au jour d'aujourd'hui, on a de très grands échos et on fait un plein allant jusqu'à 80% de remplissage. Donc Redouane a du pain sur la planche. Ah oui, bien sûr. Alors, quelle est votre formation, Redouane? Alors, au début, j'ai travaillé avant l'ONAT, j'ai travaillé comme guide touristique depuis 2008 jusqu'à 2019. Avec l'Office national de gestion. Avec l'OGOBC. Voilà, l'OGOBC. Et quand j'ai vu cette initiative, ce bus qui a été créé, ou on va dire proposé par l'ONAT, alors j'ai sauté à l'occasion, parce que c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. En plus... Vous êtes d'Oran? Je suis d'Oran. C'est pour ça. C'est pour ça, parce que vous avez envie de montrer, de raconter l'histoire de votre ville, je crois, non? C'est surtout ça. C'est ça? C'est surtout ça. Très bien. Voilà. Mais sinon, par exemple, à cette période-là, la période des vacances, on a beaucoup d'enfants, on a beaucoup d'écoles, de lycées qui viennent. C'est bien qu'ils s'intéressent à la ville. C'est ça, c'est ça. Et premièrement, c'est notre identité. Il faut la faire savoir à tout le monde. Et surtout, on commence par les Oranais et tout le territoire national. Voilà. Par exemple, il y a des personnes qui ont plus que 60 ans qui vivent ici à Oran. Et qui ne connaissent pas Oran. Du tout. Qui ne connaissent pas Oran. C'est pas qu'ils ne connaissent pas Oran, mais avec le bus touristique, ils voient Oran autrement. C'est ça. Ils nous ont dit qu'ils ne connaissaient pas Oran de cette façon, parce qu'il y a un guide qui leur parle de l'histoire, de la culture. Avant, ils connaissaient Oran, Santa Cruz, ils montaient pour s'amuser et puis ils descendaient. Maintenant, c'est autre chose. C'est un cadre plus agréable et plus culturel. Déjà, Oran, on l'appelle la ville au sans-visage. Voilà. Donc, on peut la découvrir de n'importe quelle facette. Elle a 100 facettes, donc il faut vraiment découvrir cette ville. Donc, sans plus tarder, je vous propose de suivre le sujet de City Tour et on se retrouve juste après, toujours avec nos invités. Oran City Tour, et c'est parti. Le bus qui vous permettra de découvrir les 100 facettes d'El Beria en vous proposant des escales pour visiter les monuments historiques de la vieille ville d'Oran. Pour les personnes qui ne connaissent pas Oran, ce bus leur permettra de visiter tous les sites historiques d'Oran. Et bien sûr, accompagné d'un guide des monuments d'une façon continue. City Tour est programmé quotidiennement à raison de 2 fois par jour. On a une balade de 9h à midi et la deuxième de 14h jusqu'à 17h. Le bus, mis à la disposition des touristes par l'ONAT, propose des visites des monuments historiques d'Oran, véritable musée à ciel ouvert regorgeant de nombreux sites historiques qui nécessitent de déterminer les parcours touristiques menant à ces trésors du patrimoine.
Ces activités touristiques et paratouristiques permettront de développer la stratégie de communication et de commercialisation touristique d'Oran à l'échelle nationale et internationale, mais également un plus pour le développement touristique de l'Algérie, voire de la ville d'Oran. De retour sur notre plateau et toujours en compagnie de nos deux sympathiques invités. Et bien voilà, nous avons fait une petite balade avec City Tour où on a vu d'ailleurs Redouane qui est là, qui nous raconte un petit peu l'histoire de chaque monument historique. Pas beaucoup, mais on va dire le circuit de 3 heures. Voilà, donc, Monsieur Belhassan, vous avez choisi un certain itinéraire. Donc, est-ce que vous avez pris déjà ou alors commencé à travailler sur d'autres circuits? Bien sûr, comme je vous ai dit, c'est le premier itinéraire qu'on a choisi. Il va suivre d'autres itinéraires parce que, comme on a dit, l'Oran est vaste. Donc il y aura un autre itinéraire côté les monuments modernes qu'on va justement initier le circuit moderne qui va toucher les monuments et les sites modernes, bien sûr. Et après même voir des sites culturels. Donc ça fera l'objet de circuits indépendants. Très bien. Ça, c'était pour le départ, le classique, l'historique. Est-ce que vous avez pensé à faire un guide d'Oran? Bien sûr, on en a pensé, on en a même parlé avec la direction de tourisme de la wilaya d'Oran, qu'on salue par la même occasion, parce qu'ils nous ont beaucoup aidé dans la démarche AIDA, la personne de son directeur, c'est Omar. Oui. Et on remercie aussi le Wali d'Oran qui a beaucoup apprécié l'idée AIDA, qui nous a beaucoup aidé, justement. Et en parlant de... Parce qu'on a pu se procurer l'office local du tourisme. Par la même occasion, on a ouvert l'office qui se trouve à la rue Khmisti. Justement, c'est là où le bus est garé. Oui. Donc c'est l'office, je ne sais pas pour les Oraniens qui s'en souviennent, c'était le syndicat d'initiative et de tourisme qui a été fermé, ça fait bien longtemps. Donc c'était l'occasion avec le bus touristique de la réouverture. La réouverture, voilà, et d'en faire justement le point de départ du bus touristique. Donc le bus touristique, il démarre de l'office. Alors juste une dernière question qui me vient comme ça. Alors est-ce que, parce que quand on part à l'étranger, on voit quand même dans les offices touristiques ou alors dans les gares, voilà, donc on trouve des cartes de la ville. Est-ce que vous avez pensé à faire une carte de la ville d'Oran, puisque quand même Oran est très vaste? Bien sûr, justement, c'était dans l'office, c'est dans ce but-là, d'avoir les cartes, d'avoir tous les renseignements, je dirais, dans le tourisme à Oran. Un touriste, quand il vient, il se renseigne pour un hôtel, pour un restaurant. Donc, à l'office, il pourra trouver toutes les informations sur le circuit ou là, sur un hôtel bien précis. Il peut même réserver sur place sa chambre d'hôtel ou bien un taxi. Donc, ce sera un office pour l'orientation et l'information touristique, comme son nom l'indique. Oui. Et il a été inauguré par l'ONAT, en plus des activités, les ADNA et l'ONAT, bien sûr. Très bien. Alors vous faites même, parlez-moi de la formation des guides au sein de l'ONAT, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de formation de guide des monuments historiques. Il y a uniquement à Oran, au sein des associations, telles que Bel Horizon, qu'on salue d'ailleurs. Ils ont été c'est la première association qui a procédé à cette formation. Donc parlez-moi un petit peu, Redouane, de la formation des guides des monuments historiques. Alors pour la formation, normalement il y aura prochainement beaucoup de formations à faire sur le guide d'Oran parce que comme il a dit, il y a beaucoup de circuits à faire, il y a beaucoup de monuments, il y a plus que 271 sites historiques à la ville d'Oran. Oh là. Alors c'est vraiment... 271 plus que 271. Plus que on a des vestiges romains par exemple, on a des châteaux espagnols, on a des palais ottomans, on a déjà toute la nouvelle, nous on dit la nouvelle ville, mais je veux dire, la ville d'Oran, on va dire, elle est en deux parties. Il y a la vieille ville, le Sidi El Houari actuellement, le quartier de Sidi El Houari. C'est une ville aussi de fortification. Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà,
il y a beaucoup d'efforts. Et même les sites historiques actuellement, par exemple, pas tous les sites historiques, mais certaines sont accessibles et visitables. Là où il y a l'Office national, l'OGEBC qui s'occupe actuellement. Par contre, de la gestion. De la gestion, des herbages, nettoyage, des agents de sécurité sur place. C'est très important ça. C'est très important, oui, c'est très important. Pour la formation des guides, pour la formation des guides, il y aura prochainement beaucoup de formations à faire. Et en plus, il y a les Jeux méditerranéens qui... Nous sommes aux portes des Jeux méditerranéens 2021, où Oran sera la capitale de la Méditerranée pour la 19e édition des Jeux méditerranéens. Donc, merci beaucoup. Alors, juste une toute dernière question et on passe au prochain plateau. Alors, dites-moi, le coût du ticket? Alors, le coût du ticket, c'est symbolique. C'est symbolique. Je vous dirais qu'on a fait un tarif de lancement de l'ordre de 250 dinars. Ah, c'est 3 fois rien. C'est 3 fois rien. C'est 3 fois rien pour 3 heures. Parce que je ne vous cache pas, cette opération, pour l'ONAT, je vous parle de l'ONAT au niveau régional, ce n'est pas une opération commerciale. C'est surtout pour la promotion de la ville d'Oran, surtout avec l'approche des Jeux méditerranéens. Exactement, oui. Donc on s'est fixé un prix symbolique de 250 dinars pour les adultes et pour les enfants à 150 dinars. Donc pour vous dire que ce n'est pas commercial, c'est abordable. Et c'est justement pour permettre à toute personne désirant visiter la ville d'Oran de le faire. Je rajoute juste une petite parenthèse. Avant, un touriste, quand il venait à Oran, il devait se procurer une voiture. Exactement, un guide aussi. Un guide aussi. Donc tous ces frais, ça rentre dans l'ordre de 6 000 à 7 000 dinars. Je ne cache pas parce qu'on est dans le secteur. Maintenant, avec 250 dinars, il peut le faire et dans un cadre très agréable. Très agréable, exactement. Voilà. Je serai parmi on va dire, vos clients, certainement pour faire on va dire, la visite d'Oran, pour découvrir ma ville. Justement. Avec les yeux de l'ONAT. Merci beaucoup, messieurs. Ce fut un plaisir. Merci, alors, quant à moi, maintenant, je vous propose de découvrir un petit coin qui a une belle histoire. Situé sur la côte est d'Oran, on le surnomme le Petit Paradis. Je vous laisse le découvrir. Cap sur Christelle, à quelques kilomètres de Ain Franin. Le village s'appelait Kerchetel, puis a été francisé en son nom actuel. Ce qu'on raconte, c'est que c'est des familles berbères. Il y en a qui disent qu'elles étaient 11, d'autres disent 30. Ces familles berbères se sont installées derrière les crêtes, dans une petite localité qui s'appelait Tesdout. Et ils ont vécu là-bas pendant plusieurs siècles. Et ils avaient remarqué qu'ici sortait une source qui a un débit très fort. Et grâce à l'eau de cette source, ils ont décidé de faire fructifier le maquis qui était là. Parce qu'en 1744, le gouverneur espagnol d'Oran, qui s'appelait Aramburu, avait signalé la présence de ce lieu comme étant un point où les navires pouvaient faire le plein d'eau et de légumes. Un monsieur qui habitait Tesdout, qui s'appelait Sabr Hmida, il a appelé les habitants de Tesdout à venir se rapprocher de leur jardin. Et c'est à ce moment-là que les premières maisons ont commencé à être construites ici. Et ce village s'appelait Christel. Et ça s'écrivait avec un CH au milieu. Je vous dis ça parce que le chercheur François Doumergue, qui a fait des fouilles ici, qui a découvert des outils préhistoriques dans la zone, au pied de Jbel Bouheichem, qui domine Christel. La présence humaine dans la zone date de la préhistoire. Parce qu'il y a eu déjà des outils qui ont été récupérés par les archéologues, dont François Doumergue. Et François Doumergue, en 1918, avait publié un article où justement il écrivait Christel avec un CH au milieu. Et c'est après 1918, je ne sais pas à quelle date précise, où on a transformé Christel en Christel. Les Français, mais les habitants autochtones disent toujours Christel jusqu'à nos jours. J'ai justement quelques amis ici. Justement, alors lesquels?
Alors, ce sont des anguilles qui vivent ici, que les habitants de Christelle respectent beaucoup. Ils leur ont même donné un nom, Serbah. Serbah qui vient du berbère Serbah, qui veut dire le bienfaiteur. Et en fait, cet animal est respecté parce que c'est un critère de pureté de l'eau. Tant que l'anguille vit ici, ça veut dire que l'eau est bonne. Si l'anguille déserte, ça veut dire que l'eau est polluée. Christelle vit principalement de deux grandes activités. Le canal de l'eau ne passe pas loin et ce sont de petites parcelles. La bande côtière de Christelle abrite aussi de nombreuses plages. En fait, on l'appelle Deldeza, c'est parce que certains soirs, il y a une femme qui sort de la mer, qui monte sur le rocher et qui se lamente en tapant des pieds. Voilà, c'est les deux, c'est une légende. La crique d'après, c'est ce qu'on appelle Bnet Bouriesh, les filles de Bouriesh. On raconte que c'est un Français qui habitait ici durant la période coloniale, qui s'appelait Bouriache, Bouriège, je ne sais pas exactement parce que je l'ai eu juste oralement. Et on raconte que ce monsieur avait des filles. Alors selon celui qui vous raconte l'histoire, il en avait 3, 5 ou 7. Et puis un jour, les filles de ce monsieur sont descendues dans cette crique. La mer était très agitée ce jour-là. Elle jouait, puis la plus petite perd son peigne, qui tombe dans l'eau. Elle plonge pour le récupérer, elle est emportée par la mer. Sa sœur plonge pour la récupérer, elle subit le même sort. Et ainsi de suite, les 3, les 5 ou les 7 filles de Bouriesh meurent ici. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Bnet Bouriesh. De retour sur notre plateau et en compagnie de nos invités, eh bien, on va parler maintenant de la 7e édition du Salon national de l'artisanat qui a ouvert ses portes hier, le 26 décembre, et c'est au Centre des conventions d'Oran qui va s'étaler jusqu'au 2 janvier. Eh bien, pour en parler, nous avons, on va dire, la co-organisatrice, directrice générale du Centre des conventions d'Oran, Madame Souad Chercha. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités aujourd'hui. Et vous êtes accompagnée de 2 artisans. Alors, ils ont... Je laisse la nouvelle après, dans un petit moment. J'annonce d'abord les noms. Très bien. Alors, monsieur Abdelkarim Mohous, bonjour. Bonjour. Vous nous venez de Boumerdes. Boumerdes, oui. Ça artisan va? céramique, ça va, la base. Alhamdulillah, marhaba bik. Merci. Alors, vous êtes accompagné aussi de Hafsa Ghanem Zoubida. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et bien sûr, nous allons parler de l'artisanat, du salon, de l'organisation du salon justement. Eh bien, combien de participants ont pris part à cette 7e édition, Madame Cherchab? Donc, comme vous venez de le souligner, le salon de l'artisanat dans sa 7e édition s'est ouvert hier au niveau du centre de convention d'Oran. Il faut juste rappeler que ce salon est né au centre de convention d'Oran. En fait, les 7 éditions se sont passées au centre des conventions. Les 4 premières éditions se sont déroulées au niveau du CCO. Et puis, il a été délocalisé au niveau de la maison de l'artisanat à Haïs Sabah. Et cette année, donc, j'en ai convenu avec le directeur de la Chambre de l'artisanat de fédérer nos efforts et de s'associer pour l'organisation du salon, pour lui donner un nouveau souffle et mettre à la disposition des exposants un espace aux normes internationales et donner donc une nouvelle dimension à cet événement. Donc l'événement, il réunit une 60aine d'exposants dans différentes disciplines de l'artisanat et il va durer du 26 au 2 janvier prochain, Inch'Allah. Donc, et c'est ouvert à partir de 10h ou de 9h du matin? C'est ouvert à partir de 10h jusqu'à 19h, 20h. De toutes les façons, nous, on ne ferme pas la porte tant qu'il y a du flux du public. Oui, allez-y, continuez.
Voilà, donc à travers cette initiative, nous avons donc voulu donner aux artisans une opportunité de se rencontrer, d'exposer leurs produits, leur savoir-faire. Alors, quelle est on va dire, les produits artisanaux les plus répandus lors de cette 7e édition? Bien, il y a la céramque. Donc, la céramque qui est présente avec nous. Qui occupe une place d'honneur. Il y a aussi, enfin, toutes les disciplines pratiquement sont représentées. Il y a le tapis, le cuivre. Il y a beaucoup d'artisans qui ramènent aussi du cuivre. Il y a la maroquinerie, l'habit traditionnel, le costume traditionnel, la broderie. Il y a même des métiers, en fait, qui peut-être on va dire, tendance à un petit peu disparaître, mais heureusement qu'il y a encore des artisans qui le font. Tout ce qui est alpha, osier, donc toutes les disciplines. C'est beau l'osier d'ailleurs, on fait recours à ces artisans pour nous fabriquer des salons en osier, surtout en été, c'est très joli. Donc, et là, c'est qu'on est avec 2 artisans, ce n'est pas anodin qu'on les a ramenés avec nous, puisque vous êtes lauréat du 1er prix national du concours national de l'artisanat. Alors parlez-nous un petit peu de cette expérience, parce que vous avez été en collaboration. Oui, c'est sûr. Donc, قبل ما تحصل على الجائزة الأولى pour cette édition, c'est la 18e édition. Donc, c'est un honneur. J'ai eu ce premier prix. Donc, en 2015, j'avais la chance d'avoir le 2e prix national aussi. Donc, en 2016, j'ai eu le premier prix dans le cadre des entreprises à la wilaya de Boumardès. Donc, en 2019, j'ai eu le prix national de la céramique et des verres. Voilà, donc c'est un parcours que... Comment s'est faite la collaboration entre Hafsa et M. Bouhous? Alors, Hafsa, on ne vous a pas entendu, hein? Oui, شوية. هي باسكو أنا ثاني العام اللي فات شاركت في الجائزة الوطنية، وصلت للنهائي، وكان من بين أحسن منتوج في وهران وأحسن منتوج في الغرب الجزائري. وهذا العام ثاني شاركت بالمنتوج وهو ليمزاد، ان انسترومون ستادير داخل في التراث العالمي من الصحراء، ستادير جسمته بلا سيراميك. ووصلت هذا العام ثاني وصلت للنهائي، وما كاش ليا الحظ باش ندير لو بروميي بري، بصح من الحظ ثاني اللي داه كريم باسكو يستاهله. وهذه هي الحاجه المشتركه، صديق في زوج شاركنا في الجائزه الوطنيه. Très bien. Alors, et quelle est la pièce avec laquelle vous avez eu le premier prix? C'est un lustre, d'une hauteur 1,6 m. Elle est composée et on voit que la lumière. Elle est sculptée à la main. On voit ni la lampe ni... Et en plus, c'est refermé, c'est un design d'un tagine, donc c'est pas prévu. J'ai un flash disque, on n'a pas le temps pour le ramener pour vous, pour le public voir comment j'ai réalisé la pièce dès le début, voilà. Très bien. Eh bien, puisqu'on parle de l'artisanat, on est allé découvrir notre ami Houssine, oui, c'est ça. Notre ami Houssine, qui lui est spécialiste dans son domaine. Vous allez le découvrir avec nous tout de suite. أنا الحسين محمد، نسكن في حي محمد بوضياف، بلدية حاسبوني، والأصل من غليزان عين طارق. الحرفة هذه ملي كنت صغير مولا 15 عام كان بويا يخدم هذا الخدمة، هي نسميها كيما هكا ونبدا نديرو الدول كيما هكا ونخدم النواسي كيما هو حتى وليت نخدمها، باقي من ثم نخدمها دائما. كي نقعد ما نكونش خدام ما نجمعش انا غير هكا، يليق نخدم، نبقى نخدم فيها في الدار هكا في الزنقه وين ما نروح نخدم. هي كنت نقعد هنا حدا الحيط وندير الصلايه هذه ونبقى نظهر كيما هكا.
ولاو الناس يجوا دوماندوني على الصوالح، كل واحد ايش يقول لي. هي حتى وليت نخدمها بزاف دروك مني ولات بزاف عليا الخدمه ما وليش نقدر نقوم كاع اللي دومانديني على حاجه صوالح بزاف، كل واحد ايش يدوماندي. هي وليت نجيب هذه الحلفه والدوم من وين نجيبهم هذه الحلفه؟ من الجبل هكا من جهه ما بين بوفاطيس والعين البيضاء، ومن جبل القهر هكا. انت تروح تجيبهم؟ وانا نروح نجيبهم ما دروك هذه قفه مولاها مدموندينا كيما كان نورمالمون القفه ما تجيش كيما هكا، بصح هذه تجي كيما هكا وتجي دايره حطيت على هنايا باش يديروا فيها كسره خبز، يديروها هكا قفه دايره كبيره. وهذاك راه وين مني هي الكسكاس والله راك تشوف الصباح. الو دير الكسكاس وش دير ثاني؟ طموقه هذا ومينا تاع كسره كاين بالحلفه والدوم، وهذا ومينا بالحلفه والبلاستيك. كل واحد شيء يبغي وشيء يضمن. وش دير ثاني؟ خدم الصلايه تاع اللي يصلوا عليها مزيان. تفال كبير هذاك تاع اللي كانوا يخدموا بكري فيه. دروك كاين يديروا فيه الصوالح العام هذوك صوالح الحوانيت. والميدونات هذوك منا كاع كساكيس تاع الطعام. كيما السعبه هذه نلحق فيها يومين باه نكملها، خاطر فيها بزاف ونعاود نخدمها كاع نهاره من الصباح لليل ولا فيها. هذا فيها نهارها. الجوارين هنايا ما قبلونيش نروح. الجوارين هنايا كاع كل ما شاء الله. هذا الغاشي هنايا كيف صغير كيف كبير. من الليل تقعد هنا ما كاش اللي يبغيني ندرك باش نروح منها، ما كاش. نهار اللي ما نكونش هنايا يبداو يسقطوا عليا. دروك انا ما كيما هكذا لو كان نصيب بلاصه نتاع محل وين ندير صوالحي وكل شيء ثم نبدا نخدم. اللي جانا عينا نتبعوا فيهم باش يتعلموا، باش يتعلم يقول لك انا هذه واش من فايده فيها. نخدم بها انا يوميا ما نبيعهاش ب 60,000. حوس على الدراهم بزاف، حوس يجيب الدراهم ما يحوسش، حاول شويه يتعلم هذه وسيله. ولادنا ما بغاوش يتعلموها. هذه الحرفه تاع جدودنا شوفي وحنا نتبعوا فيها. شوفي انايا ما رانيش كيما نقولوا ناجح فيها ونفعتني في مصروف ولا حاجه. هي ماناش باغيها تنترك، فهم ما نحوسوش عليها تنترك. رانا نتبعوا فيها هكا على خاطر لو كان انا نقول ما عنديش الفايده نحبس والاخر يحبس تروح كلش. بصح رانا نتبعوا فيها هكا مادام بنادم صحته ويدمر رانا نماسوا فيها هكا. De retour sur notre plateau, alors, Madame Chercha, vous m'aviez demandé de commenter sur le reportage de Ami Houssine. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, qu'en voyant ce reportage, ça me renvoie à mon enfance. J'ai grandi dans une famille où le métier à tisser était dressé somptueusement dans un coin de la maison, où ma mère, et mes tantes, avec leurs doigts de fée, donnaient naissance à des ouvrages qui ont traversé le temps, qu'on conserve encore à la maison. Ma mère aussi faisait ce genre d'objets. Et malheureusement, ça a tendance à disparaître. Donc vous avez baigné dans ce, on va dire, oui. Dans l'artisanat, c'est ça? C'est notre culture, c'est notre identité. C'est important de vouloir aller loin. Mais c'est encore plus important de ne pas oublier d'où on vient. Parce Exactement. que ça, c'est notre identité, c'est notre patrimoine. Quand on parle d'artisanat, on parle de métier, on parle de création, de sensibilité, d'art, qui se déclinent, d'identité, qui sont les fondements même de notre identité nationale. Parce que, disons qu'on est algérien, mais qu'est-ce que ça représente, cette algérianité, sans cet héritage
sont ce patrimoine qu'on a le devoir de préserver, qu'on a le devoir de transmettre aux générations futures. Eh bien, franchement, moi, je ne connaissais pas Ami Houssine. C'est à travers un ami qui m'a parlé de Ami Houssine et il m'avait dit aussi qu'il faisait ces objets et on va dire qu'il travaillait sur un bout de trottoir, sur un coin. Eh bien, ça serait une occasion, pourquoi pas, de lui trouver un local et pour qu'il puisse travailler dans ce local parce qu'il fait des kilomètres le matin à 6 h du matin. Il pourra venir jusqu'à Oran. Eh bien, on salue Ami Houssine qui est en train de nous regarder certainement parce qu'aujourd'hui, il ne travaille pas, c'est vendredi. Eh bien, juste pour ajouter, donc, concernant Ami Houssine, moi, ce que je peux faire tout de suite là, c'est l'inviter là en direct de venir au salon. Je m'engage à lui réserver un coin dans le salon à partir d'aujourd'hui s'il le souhaite. Eh bien, Ami Houssine, j'espère que vous êtes à l'écoute ou alors tout à l'heure, je vais vous donner son numéro de téléphone. Avec comme plaisir. ça et ça lui fera vraiment plaisir parce qu'il fait de très très belles choses. Donc, et là, on reste toujours dans l'artisanat, dans la confection de votre, on va dire, l'objet avec lequel vous avez eu le premier prix. Donc, comment vous est-elle venue l'idée de faire cet objet? Comme c'est pas... Quelle a été la source de votre inspiration? Chaque fois, comme les objets que je réalise chaque fois ça vient des inspirations. Mais quand on s'engage pour participer à un tel événement, en telle concurrence, donc on voit déjà, il y avait beaucoup d'objets, beaucoup de céramistes qui ont réalisé et tas de choses. Donc il faut rester toujours dans le cadre traditionnel, le thème traditionnel. Donc, on a... Le choix des couleurs? Pas que ça. Le design, la forme, la sculpture, les arabesques. Donc, la touche, il faut que le thème... Vous êtes resté toujours dans le traditionnel ou alors vous avez métissé le traditionnel avec le moderne? Bien dommage. Vous allez voir les photos. Voilà. Donc, le lustre, si on le voit, le design d'un tagine est incorporé d'un minaret comme une mosquée. Donc le minaret le minaret. Voilà, oui, un minaret, voilà. Tout simplement. Donc la sculpture a été faite. J'ai passé la sculpture entre 15 et 18 jours de sculpture. Et le séchage de la pièce a été fait. Vraiment, je l'ai traité comme un bébé. Voilà. Je travaille que la nuit. C'est votre bébé déjà. Oui. C'est votre bébé. Je l'ai travaillé que la nuit, puisque la température fait la journée. Donc, comme vous le savez, donc le séchage, ça se fait rapide. Donc, l'argile ne supporte pas l'accélération du séchage de la pièce. Donc, il faut sculpter de cette face et l'autre face, il faut la couvrir. Donc, c'est on sent l'argile et on sent... Mais vous êtes en train de nous parler avec amour. Oui, voilà. Que donc, vous avez je vous raconte les moments. Donc, le moment, il me faut du silence, même qui connaît l'atelier, je ne peux pas... voilà. Ça me déconcentre, les téléphones, ça me déconcentre. Voilà. Donc voilà, j'ai eu cette chance, alhamdoulilah. Donc, le premier prix. J'espère pour les autres qui... Pourquoi pas espérer d'un prix international? Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, Hafsa, alors vous êtes beaucoup plus spécialiste dans... Moi, puisqu'أنا من الغرب الجزائري, c'est-à-dire je suis d'Oran, ce qui fait حنايا عندنا شوية on n'est pas trop في الكلاسيك, c'est-à-dire on fait de la céramique فيها le classique بصح فيها une touche moderne. Ou des fois, كيما par exemple هذا le produit ولا هذا typiquement l'ouest, plutôt le sud, c'est-à-dire justement. Ouais, c'est de l'argile blanche mélangée avec le cuir, les couleurs, c'est-à-dire vives. En tout cas, c'est une pièce magnifique. Voilà. كيما هادو كاين deux pièces différentes. Même هذيك c'est une pièce, c'est de l'argile blanche, mais c'est-à-dire هذيك ما نجمش نخرج على la décoration parce que c'est une pièce تراثية. c'est-à-dire كيما راها درتها. Alors j'espère que notre réalisateur Choukri Kalaïji, qui est aux commandes aujourd'hui en cette matinée, va nous montrer et montrer aux téléspectateurs. Voilà, très bien. Nous sommes en train de voir justement la pièce que vous nous avez ramenée. C'est magnifique. Le choix des couleurs, c'est étudié. Je crois que ce sont des couleurs beaucoup plus présentes au sud. Au sud, oui, parce que vous avez des couleurs différentes par rapport à l'ouest ou l'est et tout. On essaye de faire le style parce que le style algérien ماشي قلال, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs styles. Il y a le mauresque, le kabyle, le tassili.
وكما هنا نشوفوا هاد لي كولور ثاني لي كولور دو سابل افيك دو بوا دو لوزي. هنا راه كاين شحال من برودوي ارتيزانال باك لوزي لا غافيا هذاك لو فيل تاع الاخر سي الشعر تاع العود هذاك naturel. Le cuir, c'est-à-dire que tu peux dire que artisan, pas que de la céramique. Eh bien, puisqu'on parle de l'artisanat, eh bien, je vous propose le sujet fait par notre collègue et ami Nolhouda Bouzgaou et on se retrouve juste après. Ma passion pour le couffin, ça a déclenché lorsque j'étais jeune déjà. Ma grand-mère, quand on sortait au marché, c'était interdit de ne pas utiliser le couffin. Je me suis dit non, je ne vais pas l'acheter. Je vais le faire moi-même. Je suis rentrée à la maison, j'ai pris les quelques petits accessoires que j'avais, de la peinture, un peu de perles comme ça. J'ai commencé à customiser un couffin. Je l'ai posté sur mon profil des réseaux sociaux. Donc, et ça a fait un buzz. Donc c'était toute la famille qui me disait « Ah ouais, c'est joli, ah ouais, c'est joli ». Et là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit « Et pourquoi pas le couffin ?» Et je suis toujours dans la recherche, si on veut. C'est-à-dire je veux des nouveaux modèles, des trucs qui sortent de l'ordinaire. J'ai touché une catégorie de gens, je vous dirais 0,99 ans, et toutes, ça veut dire hard rocker, je leur ai fait la tête de mort. J'ai touché donc avec tout ce qui est argent doré, ça. J'ai touché les vieilles avec un petit couffin. En fait, la particularité, c'est que je travaille avec des peaux. Donc j'ai introduit le cuir dans le couffin traditionnel, d'où ça a été ma petite touche de modernité. Et ça a vraiment séduit surtout les vieilles, les vieux. D'ailleurs, j'ai eu des commandes des hommes, ils m'ont dit c'est une très bonne idée d'avoir réfléchi à mettre alors c'est ça. Donc c'est une anse en cuir avec à l'intérieur du cordon. Ce qui fait que c'est très agréable au toucher, même le coffre traditionnel fait raffia normal. Donc les hommes, ils ont été vraiment séduits aussi en me disant c'est magnifique, c'est agréable. Bon, les matières, je travaille et l'osier, et le raffia, et je fais aussi des sacs, des tote bags, des petites pochettes comme donc c'est de la toile de jute, c'est du lin. Je travaille beaucoup les matériaux nobles. J'aime bien tout ce qui est bio. Donc je vais aussi sur les tissus très cotonneux, donc que du coton, des matériaux où j'investis certes, mais c'est durable, c'est-à-dire c'est durée de vie éternelle. C'est-à-dire que tu fais le cuir du coton, alors des générations, c'est-à-dire c'est pas du jour au lendemain qu'on va perdre l'accessoire. Et pourquoi j'ai eu cette idée les matériaux nobles, c'est un petit peu par rapport à ce que subit la planète aussi, parce que il faut qu'on le dise et qu'on le redise, le plastique il a pollué, la planète. Donc je me suis dit on va contribuer à ce que ne serait-ce une minorité, on utilise des matériaux nobles qui ne bousillent pas l'avenir des générations, disons. Pour la déco, j'utilise tout ce qui est tendance. J'adore la mode. J'utilise des pompons, j'utilise de la broderie, j'utilise du crochet, j'utilise des perles, des bijoux. Ah oui, je fais beaucoup de, comment on appelle ça, de la récupération. Donc tout ce qui est récup, je suis preneuse. Avec les artisans, avec la famille, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils ont par exemple un sac usé, moi je peux récupérer par exemple les anneaux, je peux récupérer, voilà, donc avec ça je travaille. Je le dis, j'ai pas honte, c'est ça qui fait le charme aussi parce que environnemental. Exactement, voilà, tout à fait. Et puis je donne une deuxième vie en fait à n'importe quoi. Alors très franchement, au début, c'était mes propres créations.
Ça veut dire que je faisais par exemple une collection, peu importe, collection Yanayer, Mouloud, Eid, ça dépend. Donc je lançais comme ça des collections spéciales thèmes. Ensuite, la clientèle a commencé à mettre sa petite touche, quoi. Alors, il y en a une qui me propose, pourquoi pas avec du crochet? Je dis oui, d'accord, il n'y a pas de souci. J'introduis parce qu'en plus, les artisans, on travaille en collaboration. Donc, donc je fais appel à Wahda le crochet, je fais appel. Donc, et c'est comme ça que... Voilà, exactement. C'est de là où... À chaque fois, on ne tombe pas en panne. Mais ah, regarde, ça c'est pas mal. Ah oui, c'est pourquoi pas, on va essayer. Et c'est jamais la même chose. C'est-à-dire, même si, par exemple, des fois, j'ai eu des commandes de sociétés où ils veulent, par exemple, je sais pas moi, 100. Mais c'est pas possible. Le travail d'artisanat, non, la création en elle-même, c'est toujours différent. On peut pas... Ça ne peut pas être identique, c'est pas industriel. Moi je le dis toujours, c'est pas industriel. Où le charme fait, c'est quand il y a avec la petite... exactement, voilà, c'est l'imperfection. D'ailleurs je fais des fois exprès de ne pas faire le koufa à Agda parfait. C'est pas possible. C'est ça qui fait le charme aussi des créations, en tout genre, en tout cas. De retour sur le plateau et toujours avec nos invités pour parler de la 7e édition du Salon national de l'artisanat et toujours en compagnie de Madame Chercheb, la directrice générale du Centre des conventions d'Oran. Alors quels sont l'objectif de l'édition de cette année? Donc, comme je le soulignais tout à l'heure, l'objectif de l'édition, c'est d'abord offrir aux artisans l'opportunité de présenter leurs produits, de mettre en valeur leur savoir-faire et aussi de les mettre en contact avec le public et commercialiser leurs produits. Parce que l'artisanat est également un vecteur d'économie, de développement durable. Il y a des centaines de milliers... Et en plus, c'est l'avenir de notre pays, l'artisanat. L'artisanat va avec... Déjà, on avait reçu il y a un petit moment le directeur régional de l'ONAT. Donc, pourquoi ne pas, on va dire, mettre en même temps l'artisanat avec les sites historiques. Donc, ça va de pair. Ça va de soi. Hein. De toute façon, c'est notre patrimoine. On a le devoir de le valoriser. On a le devoir de le préserver, on a le devoir de le présenter sans son meilleur jour. Parce que Oran, qui s'apprête à accueillir une manifestation territorialement très importante, en l'occurrence, oui, les Jeux méditerranéens de 2021, il faut que les visiteurs de cette ville rencontrent l'âme de la ville. Oran, en Algérie, c'est un pays très riche, très diversifié culturellement. C'est notre devoir de mettre cette diversité et cette richesse en valeur. Surtout Oran. Oran a pris de toutes les civilisations qui sont passées, qui ont connu le passage culturel impressionnant, très riche. Alors, quels sont les salons prévus pour le mois de janvier ? Donc déjà, nous avons donc le salon de l'artisanat qui se déroule actuellement. Et puis là, je lance l'invitation au public donc, pour venir visiter le salon, pour venir rencontrer les artisans, admirer les créations qui sont présentées, qui sont exposées. Parce qu'on n'a plus de temps. Bien, donc après on enchaîne donc, au début de l'année prochaine, d'abord avec le salon de l'agriculture, et puis il y a le salon du tourisme, parce qu'on parle de tourisme. En février, je pense. En février, qui succédera au salon du mariage. Ensuite, nous avons le salon du pétrole, et puis le salon international de l'équipement hospitalier et du médicament. Et au fur et à mesure, de toutes les façons, on viendra pour couvrir, comme on a l'habitude de le faire, de venir au centre des conventions pour couvrir les salons éventuellement programmés. Donc, un dernier mot, monsieur
un dernier mot. J'espère que l'artisanat aura sa place, une meilleure place en Algérie, puisqu'il a une part, il a sa part dans l'économie nationale. Pour créer cette richesse et pour sauvegarder cette richesse, ça crée de l'économie, ça crée du poste d'emploi de plus, ça crée en elle-même, c'est notre identité, il faut la préserver. Voilà. Merci. Merci. حبسة نتمنى ان شاء الله الارتيزانات تكون باسكو لا سياحه بدون صناعه تقليديه باسكو هي ثقافه حضاره وتراث. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation et bon retour à Boumerdes. Merci Madame Cherchaf d'avoir accepté notre invitation. Quant à moi, je vous propose de suivre le sujet fait par notre collègue et ami Lamia Bedbouda qui est parti à la rencontre d'un fabricant de bateaux en miniature. Et on se retrouve juste après. Tout ressemble étrangement à l'original. Cordage, mât, voile, il ne manquerait que les eaux cristallines de la Grande Bleue pour que ces voiliers prennent le large. Ahmed Qasmi respire la mer et surtout les bateaux historiques. Une passion, un hobby qu'il a développé au fil des ans et la magie a opéré. الحاجة الأولى كاع هي موهبة على كل حال موهبة وكنت ديتها هواية أنا بس نحبها ومنها ديتها هواية نخدمهم شوية كنت صغير بالكرتون كي تعرفي كيفاه هادي بهادي حتى وليت نخدم لي ماكات هكذا. Ahmed vit au rythme des détails. Une à une, il assemble les pièces de son voilier Haroun al-Rachid pour reconstituer ses modèles réduits au plus près des originaux. La première étape est de connaître un maximum de détails pour son modèle. Ahmed Qasmi a ses archives. أنا نجيبهم لي زارشي كان من داك نروح لقسنطينة نروح لعنابة نروح لميزيا ندخل بريزونتي روحي من هنايا يعاونوني يعطيولي كيما قسنطينة جبت كاع لي دوكيمون جبت تاع طارق بن زياد جبت تاع لي فينيسيان جبت نروح للميزي تاع الأثر القديم ثاني يعطيولي كتابات كان كتابات يعطيوهم لي. Le maquettiste fait lui-même le montage de ses modèles selon des techniques bien précises. Il patine le bois et teinte les voiles pour leur donner cet aspect vieilli pour plus d'authenticité. ان باطو كيكون كومبليكي وبلي ديتاي هذاك هو الشارم تاعي اللي نحب نخدمه انا ونحب نكسر راسي معاه سيرتو في لي ديتاي انا نبازي بزاف على لي ديتاي. القماش هذايا انا نشريه سي نورمال نشريه بيض هكذا نعاود نتنتي انا نخدم لي تانت ناتيرال ما نخدمش هذوك تاع الصبيغه انا نجيب باغ اكزومبل خصو الرمان نجيب لاتاي نجيب النعناع نجيب هادو كاع نغليهم في الماء نسي ندير ليسي تاعي ندير هادي بهادي نديرو وحدو فهمتي كيف واش يعطيني ما نتنتيش ديريكت نحكم مع مورسو نبدا نتنتي فيهم نشرهم ونشوفهم اسكو هذا يخرج مع هذا يجي مع هذاك مع ديك الفتره. Deux de ces réalisations sont exposées au musée de l'armée, une birème et une galère. Mais qu'en est-il du Chebek, ce navire de guerre typiquement algérien? عندي زوج سفن في المتحف الجيش رياض الفتح. عندي لا بيرام الحضاره الفينيقيه 3-4 قرون قبل الميلاد. عندي تاع الدوله الموحدين 12-13 قرن هاي عندهم تان 60 غاليريا وفيهم قريب 2 متر. الشباك انا على حسب المعلومات اللي خديتهم انا هما السفن تاعنا كانت فلوكه بكري الاصل هما كانوا فلوكه ستين فلوكيه كانوا يجيبوا بها السلعه يصيدوا بها ترموا اللي كانوا يصيدوا بها ويجيبوا السلعه تشوفي هذيك العرام تاع الشبكه اللي كانت لداخل فهمتي كيف باعي سموها الشباك. Aujourd'hui, son rêve est de voir ses maquettes devenir des passeurs de mémoire. أنا والله نتمنى يكونوا هادو ما يكونوش عندي هنايا خاطر هنا إذا قعدوا هنا ما كانش يشوفهم
فهمتي كيف؟ انا ماذا بيا يكونوا في الفنادق الكبار باش ندعموا السياحه تاعنا. المتاحف كي تجينا ديليغاسيون من برا فهمتي كيف؟ يشوفوا عندنا تاريخ كبير، احنا تاريخنا يهضروا عليها، وين تروح يهضروا عليه عظيم فهمتي كيف؟ لازم نبينوا لهم الحضاره تاعنا والتاريخ ديالنا. Il est temps de laisser Ahmed Kasmi poursuivre ce passionnel travail des bateaux qui colportent de vieilles traditions, mais aussi qui racontent l'histoire d'un homme fabuleux. Même pas. Bon, pour l'école et tout, on parle de l'école et tout aussi. Bien sûr qu'on parle de l'école, bien sûr. Et bien de retour sur notre plateau. Nos invités ne savent pas qu'on est en direct en fait. Ben c'est bon, ça y est, on est en direct. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, Marhaba bikoum. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Et bien aujourd'hui, nous allons parler des 3 lauréats qui représenteront l'Algérie à la Coupe du Monde de pâtisserie 2021. Il y a eu un concours qui s'est passé en novembre, je ne me trompe pas. Eh bien, je partage le plateau pour parler de cet événement, de ce grand événement, avec l'organisateur du concours, Reda Arqoub. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de nous avoir reçus et tout plaisir pour nous. Très bien. Vous êtes accompagné, bien sûr, de 2 chefs, des 2 lauréats, puisque le 3e, il n'est pas venu, non? Si, il est venu. Ah, il est derrière les caméras, alors, qu'on salue. Eh bien, monsieur Bilal Djahish, pardon. Bilal Djahish, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Et bravo. Bravo. Vous êtes accompagné de Abdoun Abdelrazak. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va, alhamdulillah. Alors voilà, vous avez participé à l'élection de la Coupe du Monde pour représenter l'Algérie en 2021 et vous avez été lauréat. Alors parlez-nous de ce concours qui a pris de l'ampleur pour la pâtisserie, concernant la pâtisserie en Algérie. Oui. La pâtisserie fine. Oui, c'est des pièces artistiques et pâtisserie fine. Alors tout d'abord, on a commencé la sélection, c'était la 3e édition de la sélection nationale, parce qu'on a participé déjà en 2015, 2017 et 2019. Donc ça a été un challenge pour notre équipe. Et nous, en tant qu'organisateur, je suis le vice-président du club Coupe du Monde d'Algérie. Il y a aussi le président... Qui existe depuis quelle année? Depuis 2015. Depuis 2015, ouais, très bien. Depuis 2015. Il y a aussi le président, malheureusement pour des raisons personnelles, n'a pas pu venir, M. Fouad Yaroub. Et donc on a fait cette sélection. On a regroupé 10 candidats pour cette année et on a fait la sélection nationale pour la Coupe du Monde de la pâtisserie 2021 et aussi la Coupe d'Afrique qui se tiendra à Marrakech 2020. Justement, eh bien, j'allais arriver. Est-ce qu'il y a eu des pays étrangers qui ont participé à cette sélection ou alors c'est juste national concernant l'Algérie? Oui, justement, au niveau d'Algérie, c'est la sélection algérienne. Donc il y a des candidats qui sont venus de partout de l'Algérie pour assister à la sélection. Il y a eu combien de candidats? 10. 10 candidats. 10 candidats, oui, qui ont participé. Et à partir de là, il y a 3 élus, les 3 candidats qui sont là. Il y a Bilal et Abdou et aussi Salah. C'est les lauréats du concours. Donc ils vont participer à la Coupe d'Afrique qui se tiendra à Marrakech 2020, mois de juin. Très bien. À partir de là, voilà, c'est ça. Donc on va se préparer pour cet événement aussi. Et vous avez choisi quelle pièce? Travailler sur quelle pièce? Pas encore. Pas encore. Ouais, c'est du sucre. C'est du sucre. Sucré. Sucré. Ah bah oui. Eh ben oui, c'est du sucré. Moi, généralement, la compétition, on réalise une pièce en sucre, une pièce en chocolat. D'accord. Qui fait la pièce en sucre, elle fait aussi l'entremets chocolat, 3 entremets chocolat pour la dégustation. Alors, cette fois-ci, vous avez participé avec des pièces chocolat. Ouais. Et des pièces en sucre. Exactement. Alors parlez-nous des 2 pièces. Alors vous avez travaillé en équipe, je crois. Non, c'est individuel. Ah, c'est individuel. En équipe, en Coupe d'Afrique,
et Coupe du Monde en équipe. Ah d'accord. C'est-à-dire les 3 lauréats qui sont sortis de la sélection nationale, c'est eux qui vont travailler en équipe pour la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. Ah d'accord, ok, voilà, très bien. Ça. Mais pour la sélection, c'était chacun... C'est individuel. Voilà, d'accord, alors avec quelle pièce vous avez Moi, j'ai fait La vie en rose. La vie en rose. Ouais, c'est une pièce en sucre. Ouais, c'est une pièce en sucre et je fais un entremets chocolat, noisette, passion, fruit de la passion pour la dégustation. C'est la meilleure dégustation. Et ça vous a pris combien de temps pour confectionner ces pièces? C'est 10 heures de compétition. Combien? 10 heures. 10 heures. Ouais. Vous avez commencé à quelle heure? 6h30 de matin jusqu'à 16h30. Alors, vous avez travaillé sur l'artistique ou alors sur le gustatif? Les deux. Les deux. On a par exemple pour les pâtissiers qui filent la pièce en chocolat, on fait 3 entremets au chocolat. Pardon, pour les pâtissiers qui filent la pièce en sucre, on fait 3 entremets au chocolat. D'accord. Et pour les pâtissiers, on dit les chocolatiers aussi, qui filent la pièce artistique en chocolat, faut préparer 15 minimum 15 desserts à l'assiette. Avec des saveurs de pays, bien sûr. C'est au choix, chacun fait. C'est au choix. Est-ce que vous avez un petit peu, du moment que c'est la pâtisserie fine, donc ce n'est pas les gâteaux traditionnels algériens, donc ça n'a rien à voir avec ça. Donc est-ce que vous avez essayé d'innover un petit peu dans les pièces chocolatées et mettre une petite touche algérienne? Oui, bien sûr. Généralement, c'est en dégustation. On fait des saveurs algériennes. Oui, exactement. C'est la saveur. En artistique, c'est chacun qui. Donc, il a son chacun a choisi son propre thème pour le développer aussi. Ah d'accord, ce ne sont pas des thèmes imposés. Non, ce n'est pas des thèmes imposés. Oui, chacun a fait son thème et à partir de ce thème, il crée sa pièce. Auparavant, il s'est déjà entraîné sur ça. Ah, très bien. Bien sûr. Oui, c'est un travail fou aussi. Et Abdelrazak, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est la pièce sur laquelle vous avez travaillé? Une pièce chocolat avec un dessert pistache. Dessert pistache. Le thème, c'était quoi le thème? C'est le thème... La cigane, non? Non, c'est pas le... Il ne se rappelle pas? C'est l'oiseau. L'oiseau, c'est un oiseau? Oui, il a fait un oiseau. Ah d'accord, peut-être que c'est le cygne, non? C'est pas un cygne? C'est un oiseau avec le dessert. Avec un dessert à l'assiette, pistache. Pistache. Voilà, donc chacun a fait son propre dessert et sa propre pièce artistique. Et après, oui, il y a Salah qui est avec nous ici, qui a fait un dessert à l'assiette aussi. Donc, comme pour tous les candidats, et par la suite, il y a eu des jurys. Il y avait des membres du jury internationaux qui sont venus, qui ont assisté à cet événement. Vous avez été déjà un membre du jury? Oui, je fais partie du jury et je suis le vice-président du club aussi. Et parmi nous, on avait comme invité les jurys français qui sont venus, et marocains et tunisiens. Très bien. Donc, voilà. C'est à partir de là qu'ils ont fait toute la dégustation, ils ont noté les candidats pour pouvoir sortir les lauréats pour la compétition. Très bien. Yatikom Saha, merci beaucoup. Eh bien, on vous souhaite un bon courage et certainement on va vous inviter dans d'autres occasions. Mais cette fois-ci, je vous dis, je vous prépare un petit peu. Il faudrait nous ramener les pièces. Inch'Allah. Pour qu'on puisse goûter. Pour qu'on puisse y goûter. Merci beaucoup, Monsieur Arkoum. Ce fut un plaisir. Merci pour nous. On va citer juste l'école hôtelière d'Oran. Très bien. Et bien voilà. Aussi M. Ludovic Penello, le directeur général, qui a déjà beaucoup aidé, donné de l'aide pour nous. Qui nous a ouvert ses portes. Très bien. Exactement. Très bien. Merci beaucoup. Pour toute l'organisation, le président, et bon courage pour le Maroc. Bon courage. Inch'Allah. Au mois de juin, Inch'Allah, l'année prochaine. Inch'Allah. Merci beaucoup. Très bien. Alors là, je vous propose de suivre ce petit reportage sur, on va dire, la pâtisserie fine.
Et bien voilà la dernière ligne droite de notre direct aujourd'hui au Bonjour d'Algérie. Eh bien je reçois ici sur le plateau alors une personne qui va nous parler des Jeux méditerranéens 2021. C'est le directeur général, c'est Selim Ilès, vice-champion de natation. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Selim. Merci pour cette invitation, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Eh bien, c'est un plaisir que de vous recevoir sur notre plateau et partager avec vous ce moment, on va dire, nous allons parler du moment historique d'Oran, parce qu'elle rentre quand même dans l'histoire des Jeux méditerranéens 2021. C'est la 19e édition. Donc, parlez-nous un petit peu on va dire, des préparatifs des Jeux méditerranéens. Quand même, c'est une lourde tâche. Effectivement, c'est vrai que c'est une compétition. En réalité, ces Jeux méditerranéens, c'est comme des mini-Jeux olympiques. Donc, il y a pratiquement toutes les disciplines. On va accueillir quand même plus de 26 nations africaines et européennes. Donc les standards sont très élevés et même la compétition va être d'un niveau quand même mondial. Donc il faut qu'on se prépare d'une manière très précise, avec une certaine rigueur. Et la tâche, je vous avouerai qu'elle n'est pas très facile. Certainement pas, oui. Non, pas du tout, parce qu'on a accumulé un petit peu de retard depuis la nomination d'Oran comme ville hôte pour les Jeux méditerranéens. Depuis 2015 d'ailleurs, elle a été à Pescara. Exactement. Il y a eu la création de ce comité d'organisation. Moi, j'ai rejoint cette équipe qui a 3 mois et demi maintenant. Pas longtemps, exactement. Fraîchement installée. Fraîchement installée, exactement. Mais ça n'a pas empêché d'avoir monté une équipe jeune, dynamique, avec des compétences bien avérées. Alors franchement, à nos chers amis téléspectateurs, j'ai eu le plaisir de rencontrer cette jeune équipe. Et franchement, elle est très jeune, mais très dynamique aussi, parce qu'ils sont en train déjà, ils ont commencé à préparer déjà leur plateforme, c'est ça. Effectivement. Sur la préparation des Jeux méditerranéens, il y a 2 volets. Il y a le volet organisationnel qui nous concerne. Il y a le volet infrastructurel qui concerne un petit peu les équipements publics et toutes les installations qui vont accueillir les Jeux méditerranéens. Nous, notre métier, le cœur de nos métiers, c'est l'organisation, c'est la coordination de toutes ces choses-là. Donc, c'est vrai qu'on a essayé de monter une équipe qui sont jeunes, mais dont ces athlètes qui ont certaine expérience dans leur domaine et qui sont motivés par l'événement, qui connaissent vraiment l'enjeu qui nous attend en 2021. Parce qu'il faut dire qu'Oran va être un petit peu la capitale de la Méditerranée pendant 15 jours. Exactement. Et ce sera la meilleure vitrine qu'on peut avoir pour l'Algérie, notamment et pour Oran, pour pouvoir lancer un petit peu... Quelle est la date ? On va organiser les Jeux, ce sera du 25 juin au 5 juillet. Donc la cérémonie d'ouverture, ce sera le 25 juin et la cérémonie de clôture, ce sera le 5 juillet, donc la fête nationale. Très bien. Ça correspondra à la fête nationale. À la fête nationale. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de technicité, il y a des compétences qu'on a, il y a des compétences qu'on doit acquérir. Et depuis 3 mois, on a travaillé surtout sur l'ancrage juridique. Donc on a fait asseoir un petit peu les textes et tout ça. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Très bien. Alors, il y a beaucoup de personnes qu'on a rencontrées à l'extérieur dans la ville d'Oran. Alors, on me pose toujours la question, alors quelle est la différence entre les Jeux méditerranéens et les Jeux olympiques? Alors, les gens, ils sont en train de confondre les Jeux méditerranéens avec les Jeux olympiques. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, du côté sportif, si je peux dire ça comme ça, c'est pratiquement la même chose. Parce qu'il y a pratiquement les mêmes disciplines olympiques qui vont être accueillies au niveau des Jeux méditerranéens. C'est juste la zone géographique qui change. En réalité, les Jeux olympiques touchent la planète entière, alors que les Jeux méditerranéens touchent que le pays du bassin méditerranéen. Comme je disais tout à l'heure, on est de l'ordre de 26 ou 20, avec l'Algérie, 27 pays. Donc, les pays qui sont quand même concernés par ces Jeux-là sont quand même des pays qui ont un niveau mondial, que ce soit l'Espagne, la France, l'Italie, la Turquie, la Grèce. Donc on va recevoir des athlètes d'envergure mondiale et pas mal d'entre eux sont champions olympiques, champions du monde. Donc par rapport au niveau de pratique, ça va être la même chose. C'est juste le nombre de pays qui est réduit. Ah, il est réduit? Ben oui. Oui, parce que ça concerne juste le bassin méditerranéen. Donc, et les Jeux olympiques, non, ça concerne le monde. Ça concerne la terre entière. Donc, les Jeux olympiques, on est aux portes, justement, on peut dire demain, d'ailleurs. Donc, quel est le plan d'action pour la publicité et pour mettre, on va dire, en valeur ces Jeux méditerranéens? Effectivement, les Jeux olympiques, ils arrivent là l'année prochaine et c'est un enjeu mondial et c'est très important dans le calendrier des comités olympiques nationaux, donc les CNO, ce qu'on appelle.
Et c'est vrai que pour les Jeux méditerranéens, c'est difficile d'exister pendant cette période-là. C'est pour ça qu'à travers, on a mis une stratégie en place, c'est de pouvoir organiser différentes manifestations internationales ici en Algérie, afin de communiquer sur ces Jeux méditerranéens qui arrivent en 2021. Là, on va faire par exemple, on co-organise, on parraine un triathlon qui va se passer à Tarit, au sud de l'Algérie. Et on va accueillir plus de 15 nationalités différentes. Où est-ce qu'on va installer un stand de bénévoles pour pouvoir inscrire les jeunes du Sud. Donc il y a plein de petites opérations ponctuelles comme ça qu'on fait à partir de maintenant déjà jusqu'à pratiquement la veille des Jeux méditerranéens pour pouvoir communiquer sur ces Jeux méditerranéens, la faire connaître à l'interne, parce qu'il y a une com interne et une com à l'international. Voilà. Est-ce que vous êtes dans les temps ? Est-ce qu'il n'y a pas de retard pour, on va dire, pour le plan d'action publicitaire surtout? C'est vrai qu'on a accumulé un petit peu de retard par rapport à ça, parce qu'on aurait pu commencer à communiquer un peu plus tôt que ça. Il y a eu des contraintes financières par rapport à ça. C'est vrai que le budget du COJ n'était pas encore disponible. Là, ça fait quelques semaines qu'on a reçu une première partie. Et c'est pour ça qu'on a déjà commencé avec l'ANEP, qui est l'agence nationale, qui va commencer on va lancer dès le début de l'année une première campagne d'affichage au niveau de l'aéroport d'Oran, au niveau de boulevards qui mènent jusqu'au centre-ville, le front de mer, un petit peu quelques-uns les grandes artères de la ville d'Oran. En commençant par Oran, on va irradier un petit peu sur tout le territoire national. Donc, alors, est-ce que Oran, le Beria, est prête à accueillir les Jeux méditerranéens, surtout qu'on sait et qu'on a quand même, on a fait des reportages sur les infrastructures qui doivent accueillir tous les athlètes internationaux? Ah ben écoutez, lors de la dernière visite du CIGM, qui est le Comité international des Jeux méditerranéens, on a fait une visite de certains sites de compétition et d'entraînement. Le village olympique? Le village méditerranéen en l'occurrence. Et c'est vrai qu'ils étaient surpris, le secrétaire général du CIGM avec le président de la commission de coordination, M. Bernard Amsalem, ils étaient surpris de l'ampleur et vraiment de la qualité de ces infrastructures. Ils ne s'inquiètent pas spécialement au sujet de l'avancement, de l'état d'avancement des infrastructures. Ils sont plus concentrés en ce moment sur l'état d'avancement du côté organisationnel. Parce qu'en réalité, toute cette préparation ne peut fonctionner que si on a un comité d'organisation qui est bien structuré, qui est prêt, qui a lancé toutes ces tâches d'une manière très précise. Eh bien, on ne peut pas parler de Jeux méditerranéens sans bien sûr évoquer la mascotte qui représentera pendant toute une année et pendant tous les Jeux méditerranéens, on va dire, Oran. Alors parlez-nous un petit peu de cette mascotte. Ben écoutez, on a demandé à Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports actuel, il avait demandé à Monsieur Barnaoui, exactement, avait demandé à l'ANEP, qui est l'agence nationale, de nous refaire une identité visuelle, parce qu'il y avait une première identité qui était là avec la candidature. Et nous, on a lancé une nouvelle identité avec l'ANEP. C'est des jeunes designers, des jeunes sortis de l'école algérienne qui nous ont préparé cette charte visuelle. Vous vous êtes entouré que de jeunes? C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le jeunisme, mais on est dans le dynamisme en fait. Exactement. C'est pas vraiment le jeunisme, parce qu'il y a des moins jeunes avec nous, mais vous savez, c'est complémentaire. On a besoin de certaines personnes qui ont un peu d'expérience, un peu de corps expérimenté, qui viennent un petit peu encadrer ces jeunes-là qui sont pleins d'énergie. Et on est dans l'ère de nouvelles techniques. Il faudrait juste qu'ils soient guidés. Exactement, il faudrait jusqu'à cadrer, guider, qu'ils aient une ligne de conduite. Et c'est pour ça qu'on a avec nous des gens qui sont dans l'administration, qui ont un peu plus d'expérience, et dans des zones, dans un secteur un peu plus technique, un peu plus dynamique, on a besoin de jeunes qui ont l'énergie, parce que c'est beaucoup de travail. On a des journées qui commencent à 8h, qui se terminent des fois à 8h, donc on n'a pas de week-end. Là, vraiment, on est dans la dernière ligne droite pour qu'on soit prêt pour cet événement. Donc il y a des tâches qu'on va pouvoir faire nous-mêmes, et il y a des tâches qu'on va externaliser. Et on a 12 commissions. Donc chacun s'occupe d'un domaine bien précis de l'organisation. Il faut mettre tout ça en synergie et en plus en corrélation avec les autorités locales. Donc on a un nouveau relais qui vient d'être installé, qui est très dynamique aussi, qui vient nous faciliter un petit peu la tâche. Prêter main forte. Exactement, pour relancer un petit peu les chantiers qui étaient un petit peu pas en stand-by, mais qui étaient au ralenti. Antitubés. Exactement. Donc là, il met vraiment la pression sur ces entreprises-là pour qu'ils finissent dans les délais, parce que le comité international nous impose un calendrier qu'on doit respecter. Très bien. Alors, on revient toujours à la mascotte, qui est Wihro. Voilà, c'est un jeune lionceau
D'ailleurs, il a eu beaucoup de succès quand on l'a présenté à Patras au mois d'août, parce qu'on a présenté le projet d'identité visuelle à Patras en Grèce lors du conseil du comité exécutif du CIGM. Et il a eu beaucoup de succès. Et ça a été validé, ça a été enregistré à l'INAPI maintenant. Donc on est tranquille du côté juridique. Et je trouve vraiment il faut avoir vraiment l'idée, d'ailleurs, on aimerait bien recevoir un de ces jours celui qui a conçu justement Wihiro, parce que c'est un lionceau avec une crinière aux couleurs des pays du bassin méditerranéen. C'était un petit peu ça l'idée, c'était ça un petit peu les critères qu'on leur avait imposés pour pouvoir sortir cette mascotte. Il fallait qu'elle soit ludique, jolie, agréable à offrir aux enfants, parce qu'en fait cette mascotte c'est un souvenir qu'on va prendre avec nous pendant les Jeux méditerranéens. On va garder quand même notre vie, on va dire. Bien sûr, ça va être l'image un petit peu... Parce que vous savez, dans des grandes compétitions comme ça, il y a deux choses dont on se rappelle, la mascotte, la médaille et le logo des Jeux. Donc chaque logo, chaque mascotte correspond à une période, à une compétition bien précise. C'est comme ça qu'on se repère un petit peu les athlètes. Alors, juste une toute dernière question pour ce passage-là, parce qu'on va vous recevoir certainement dans d'autres occasions. Et à chaque fois, on va parler un petit peu de l'évolution de la préparation des Jeux méditerranéens. Alors, Selim Ilès, quels sont les sites d'entraînement et de compétition que vous avez choisis pour les Jeux méditerranéens 2021 ? Alors, on a en réalité plus de 47 sites, tout confondu, entre sites de compétition et sites d'entraînement. Certains sites de compétition sont eux-mêmes des sites d'entraînement aussi. Mais la grosse structure la plus importante, c'est quand même le nouveau complexe olympique de Belgrade, là où il y a le stade, l'annexe d'athlétisme avec le centre aquatique, avec la grande salle omnisport. Il y a la salle de Palais des Sports au centre de Ville d'Oran, la piscine de jardin public. Il y a le village méditerranéen qui est très important. Il y a toutes les salles OMS, les salles omnisports qui récemment construites, que ce soit à Belgrade, à Sidi El-Bachir. On a choisi un petit peu Tlilat pour toucher un petit peu toute la zone, parce qu'on a besoin, il y a quand même plus de 24 disciplines. Exactement. Donc on a besoin de beaucoup d'infrastructures. Donc tout ça est en cours. C'est sur vraiment la dernière ligne droite. Je pense que pour les infrastructures, il n'y aura pas de soucis particuliers. Les Algériens savent faire, même si, comme me disait le président du CIGM, il dit toutes les compétitions, toutes les manifestations, elles ont des hauts, des bas, il y a la pression. Exactement, il n'y a pas de parfait. Exactement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la population algérienne, et en l'occurrence la société oranaise, adhère à ce projet, parce que vraiment, c'est une opportunité en or qu'on a de pouvoir vendre Oran, si je peux dire ça comme ça, et puis on va hériter, il va y avoir un héritage de cet investissement qui va bénéficier, enfin, la jeune population oranaise. Donc vraiment, c'est quelque chose de très important, cet événement. Une manifestation pareille, on en a une fois tous les 50 ans. Exactement, donc il faut profiter le maximum avec, surtout vous les Oranais. Vous aimez tellement votre ville qu'il faut quand même contribuer aux Jeux méditerranéens 2021. Merci Selim Ilès, ce fut un plaisir. Quant à moi, chers amis téléspectateurs, je vous souhaite de passer un bon week-end, bonne journée, au revoir.